Donc du coup, on se retrouve pour l'analyse de la semaine 8. Du coup, on a déjà quand même eu 2 belles semaines de février. On est sur un mois de février en positif. Et on a eu des setups là dernièrement qui ont été partagés dans le Discord. C'était cool à observer et à décortiquer. Là, l'idée, c'est de pouvoir voir aussi la projection de ce début de semaine, ce qui a pu se passer et ce qui va pouvoir se passer sur la fin de semaine. Donc pour les débutants, forcément, vous allez prendre l'habitude de voir ce report. Et pour les personnes plus avancées, c'est pas une grande surprise. Donc, on avait vu sur la partie analyse technique, sur à la fois l'euro USD et GBP USD, qu'on était en daily H4 dans une phase, on va dire, d'incertitude, et que tout doucement, en basculant sur, on va dire, le lower time frame, on commençait à avoir un petit peu des changements au niveau de la structuration des prix, même si pardon, sur euro USD, on était plus dans du range. Par contre, sur GBP USD, on voit qu'on passe de bearish en H1 à bullish en M15. Sur les sentiments du marché, on était plutôt acheteur du coup sur ces deux actifs, et quand on regarde Euro-GBP, c'est un peu tout le contraire, on était plutôt dans de l'incertitude en daily et ensuite un momentum plutôt baissier avec une neutralité sur le sentiment du marché. L'index lui du DXY qui est vraiment vecteur de tout ça était bearish sur la trend donc weekly, et le sentiment weekly était vendeur. Donc quand on regarde maintenant la partie macroéconomie, on avait pas mal de choses à ressortir, donc à la fois sur GBP, à la fois sur USD et à la fois sur l'euro. Dans cette partie-là, comme je le dis, évitez de trader pendant les annonces économiques. Si vous êtes en position avant une annonce et si vous êtes sur des challenges, attention à ne pas vous faire avoir, dans le sens où si vous prenez un trade pendant une annonce éco, ça peut être considéré comme quelque chose de trop agressif pour les propres firmes, et vous pouvez vous faire sortir, ou du moins avoir des payouts qui ne sont pas validés. Donc on avait la CPI sur mercredi, aussi la FOMC, le taux de chômage qui va arriver d'ici demain, et après les ventes retails, les indices aussi sur la PMI, que ce soit pour le manufacturier ou les services, le produit intérieur brut sur l'USD qui arrive vendredi aussi, et les flashs. Donc les flashs, c'est uniquement une annonce qui arrive en prévisionnel de la vraie annonce. J'expliquerai tout ça aussi, j'ai préparé aussi, en plus du document PDF que vous avez déjà sur l'analyse fondamentale, un autre document qui commence à expliquer un peu plus en profondeur cette partie-là. Parce que ne serait-ce qu'avec l'analyse technique, on est profitable, mais ça peut être aussi quelque chose de concret, de plus intéressant d'avoir à ses côtés en termes d'analyse macro, de comprendre aussi comment interpréter les annonces économiques par rapport à ce qui va se produire ensuite sur le marché en conséquence. Sur la partie DXY, donc dans le weekly, si je vous zoome un petit peu tout ça, on avait donc un weekly void qui était présent, et donc ça va se mettre un peu plus clair normalement. Voilà. On avait un petit weekly void où on voulait venir le rechercher. Pour le moment, le prix était encore dans cette phase d'incertitude, et quand on regarde sur l'analyse technique, en daily on était plutôt bearish, alors qu'en H4 et en H1 on avait de l'incertitude, une phase de neutralité. Donc je vais revenir sur cette partie graphique, je vais me remettre correctement sur tout ça, je vais aller récupérer le DXY et on va aller se mettre en weekly pour que vous puissiez vraiment voir aussi ce qui a pu se passer. Donc, alors là je suis encore sur la petite unité de temps, je vais changer de graphique, hop. Donc c'était sur celle-ci. Donc en weekly, comme je le disais, voilà ce qu'on avait. Finalement, ce qui s'est produit sur le début de semaine, c'est qu'on a eu une ouverture où on est parti à la hausse, donc la force du dollar était plutôt positive, et donc forcément, ce à quoi on s'attendait sur les autres actifs, ça pouvait être potentiellement, je dis bien potentiellement, qu'on voit un euro USD et un GBP USD baissier. Et comme je l'ai mis dans le report, c'est quelque chose qui est plutôt absolu, c'est pas toujours vrai, puisqu'on a pris des setups sur ce début de semaine qui étaient acheteurs sur euro USD et GBP USD. Donc ça, il faut vraiment l'utiliser comme indicateur, comme plutôt une tendance de fond, pour pouvoir interpréter sur la vision globale de nos actifs, à savoir en HTF, que ce soit daily, H4 ou H1. J'en reviens au report. Donc pour la partie approche euro-USD, qu'on rentre vraiment sur l'analyse, on avait donc un momentum haussier, où on a eu une correction à 75% de chance qui n'a pas mitigé notre fameux daily void, ni notre zone de demande et la moyenne mobile. Puis on est reparti sur une bougie haussière, quasiment une marabozu,
et derrière le marché est venu recorriger timidement. Et en fait, il est venu corriger timidement dans une zone où on avait de l'intérêt, parce qu'on avait des zones de PY, où le prix avait déjà réagi anciennement, et on voulait venir rechercher ce fameux Daily Void. Donc quand je bascule sur la partie graphique, je reviens sur EURUSD, et on va aller en Daily. Voilà, le temps que ça charge. S'il veut bien. Ok. Et donc, si je reprends vraiment ce qui a pu se passer, pas une très grande surprise, mais le fameux Daily Void qu'on devait venir rechercher a été comblé. Et donc, dans ce moment où ça a été comblé, quel aurait été l'objectif pour nous? De prendre un setup acheteur. Donc, d'où l'importance de faire attention à ne pas confondre la corrélation de DXY avec les paires qui terminent en USD, dans le sens où si le DXY monte, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on doit vendre sur EURUSD et GBPUSD. Ça peut indiquer que ça va aller chercher certaines zones et qu'en conséquence, on peut en tirer profit. Donc là, la vision était bonne. On a bien vu que ce qu'on voulait, c'était le premier Daily Void. Et à l'extrême, on aimerait pourquoi pas aller chercher celui-ci. Mais premier objectif atteint. Ensuite, dans la décomposition H4 et H1, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'on avait un déséquilibre ici à venir rechercher un peu plus haut. Donc c'était une probabilité présente, mais aussi cette phase de range, cette phase d'incertitude. Donc ce qu'on voulait atteindre, c'est de voir si on avait une direction qui allait être prise en ce début de semaine. Et avec plus de précision en H1, on voyait encore plus cette incertitude, mais surtout on voyait le modèle d'inversion qui a été créé ici par le choc, la cassure aussi de la moyenne mobile où on est venu la retest une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et donc là, le bloc de liquidité qui s'est créé ici par le bas, comme il est présent aussi par le haut, on aurait aimé, comme on le voit par habitude aussi avec l'expérience et le temps, venir le chasser pour aller chercher cette fameuse zone de demande. Et ça, donc comme ça vous a été envoyé avant, ce qu'allait faire le marché après, on ne le contrôle pas. Donc ce qui s'est produit, c'est vraiment la logique du price action de ce qu'on voulait observer. Et là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de me mettre dans une vue un peu plus étirée et propre. Voilà. On a eu encore de l'incertitude un peu à la réouverture de lundi sur quelques bougies doji et timidement le marché est venu chercher à la baisse la zone de demande et le fameux Daily Void. Et comme la stratégie, pour ceux qui sont arrivés par exemple déjà dans la partie module 2 stratégie avec le playbook, on explique très bien que c'est généralement un fill, donc on vient remplir ce Daily Void pour ensuite partir à l'achat. Et pour la partie H1, même principe, c'est une décomposition, on va dire, de perfectionnement, le H1 toujours. Et bien ce qu'on voulait, c'était voir si on cassait vraiment ici par le bas, chose qui s'est produite. Le marché, on va dire qu'il n'était pas non plus soudain dans cette baisse, il l'a plutôt été sur la journée de mardi. Et après, on est venu mitiger cette zone de demande. Et cette zone de demande, encore une fois, elle n'est pas aléatoire, c'est vraiment celle qui a donné la vraie impulsion haussière. Donc ça, je vais le mettre ici pour pas qu'on soit embêté. Et quand je parle d'impulsion haussière, je vais prendre ici le marqueur. On voit qu'ici, on a une tendance. Ok, on a une tendance haussière. Par contre, si on prend nos structures, si vraiment on prend cette structure-là, avec celle-ci et celle-là, le moment où on vient casser par le haut, donc à travers ces structures, c'était ici. Et donc, qu'est-ce qui a donné vraiment l'impulsion à cette cassure? On est d'accord que c'est cette structure-là. Par conséquent, la zone de demande qu'on avait identifiée, si on prend la logique de la structure, parce que là on a un modèle d'inversion ici, c'est simplement de se dire qu'on voudrait faire ça, ça et ça. Parce qu'ici on a cette phase de ralentissement et le modèle d'inversion, donc un changement de tendance potentiel. Donc la logique ici du setup de la prise à l'achat était bonne. Et comme je l'ai précisé dans le Discord, si on se faisait SL, on se faisait SL, si on se faisait TP ou même un break-even, c'est tout. On choisissait pas, c'est le marché qui nous donnait le résultat. Donc maintenant, si je reviens vraiment sur cette partie exécution, on avait donc dans cette phase de ralentissement la mitigation, donc ici par le cercle jaune, on est venu rentrer dans notre PY et donc on a déclenché potentiellement un setup vendeur pour ceux qui se sont positionnés. Moi personnellement, je ne l'avais pas fait, je n'étais pas dessus. Et on voit très bien ici aussi la session asiatique à venir fill pour ensuite targeter la zone de demande. Et on avait aussi le modèle d'inversion qui était présent et on voit que dans la structuration,
on forme des structures avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc ce qu'on voulait vraiment nous sur ce début de semaine, c'est que ça nous donne la direction du prix. Et là, pour nous, on voulait confirmer qu'on part à la baisse pour aller chercher cette zone. Résultat des courses, si je reviens vraiment sur cette partie exécution, donc je vais me remettre ici en M15 parce que du coup, tous les dessins, là, on les voit sur la période de données passée. Voilà ce que ça a amené. Donc logiquement, encore une fois, on a respecté le price action, on a été patient, parce que certains peut-être se seraient dit, bah ça y est, on a cassé ici par le bas, je vais shorter le marché ici. Donc déjà, on est durant la session asiatique. Shorter, pour ceux qui ne savent pas, c'est vendre, et long, c'est acheter. Donc tout ça pour dire que le marché a tout doucement été cherché plus bas, ici, jusqu'à ce que on ait une structure en fait qui pour moi était intéressante, d'où le fait que je vous ai partagé le setup sur EURUSD et GBPUSD, c'est que quand on forme notre session asiatique, on vient la remplir quasiment à 100%. On forme une nouvelle structure et on vient quasiment mitiger notre setup. Et pourquoi la prise de position peut être intéressante? Parce que si vraiment je dézoome, on voit que le marché, ici, à partir de l'ouverture, on va dire, de la session asiatique, de ce début de semaine, on a quasiment tout le temps été comme ça à la baisse. Avec une légère correction ici, on a rempli la session, et là on forme une nouvelle structure. Donc l'idéal, c'est que plus le marché baisse, à un moment, le marché ne baisse pas continuellement. Donc on attend quoi? Une réaction. Et cette réaction, elle était où? Elle était là où on devait remplir la session asiatique, et là où on devait venir mitiger la zone de demande. Pourquoi? Parce que c'était cette structure-là que je vous ai précisé juste avant en HTF qui avait cassé ici. Là. Donc vous avez vu qu'encore une fois, on est bienvenu dans cette zone. Alors on a eu de la réussite, un peu moins sur GBPUSD, mais on n'a pas été SL à peu de choses près. Donc on a été chercher le break-even dans un premier temps, et derrière la target ultime pour un RR de 3. Encore une fois, et d'ailleurs c'est bien de le souligner là pour toi aussi Yuri, c'est que si on avait voulu avoir des RR plus grands, comme par exemple aller chercher vraiment la session asiatique qui restait à fil, on aurait pu aller chercher 3,80 environ, et certains auraient peut-être voulu aussi se dire que si on reprend le tracé de Fibonacci, pour ceux qui l'utilisent vraiment, voilà la vraie grande structure sur un œil large. Je vais prendre vraiment jusqu'en bas. Et on voit que la limite établie, encore une fois, ça ne réagit pas au hasard, mais à l'extrême, c'est ici. Donc, mieux vaut sécuriser un RR de 1 pour 3 qui nous amène à avoir un win rate supérieur à 25% pour être profitable, et au moins en protection capitale, que des fois s'exposer trop. Il y a des personnes, je le sais par expérience, qui des fois en fait atteignent leur RR de 1 pour 3. Ils se disent purée, le marché est très haussier, très étendu, il va encore pousser à la hausse. Et en fait, finalement, il fait ça, il corrige, et là, il rentre dans un biais psychologique où ils se disent j'étais à un seuil où j'avais une très grande valeur, on va dire, en termes de profit, et tout doucement, le prix baisse, un peu dans ce scénario-là, ils restent, ils maintiennent, jusqu'à revenir au point d'entrée. Ils se disent purée, j'étais très haut en termes de profit, j'aurais dû garder la position, jusqu'à la limite se faire SL. Là, c'est la frustration totale, et on peut rentrer dans des biais psychologiques où on est amené à vouloir se venger du marché, reprendre position, par exemple, ici, et faire un peu tout et n'importe quoi. Vraiment avoir un RR qui est fixe, déjà préétabli, ça nous permet de savoir pourquoi on rentre sur le marché et où est-ce qu'on veut en sortir. Au moins déjà on a une zone. Donc voilà pour le setup qui nous a amené à 3% ici sur EURUSD depuis le début de semaine. On n'a pas eu d'autres opportunités, je vous ai partagé juste celle-ci qui était présente que moi-même j'ai pas pris parce que j'attendais sur EURGBP les choses. J'ai mis une alerte, elle ne s'est pas encore déclenchée, donc tant que l'alerte n'est pas déclenchée, je ne bouge pas. Et ici, si vraiment, pour ceux qui l'ont pris, c'était un setup qui pouvait être intéressant, je vous ai tracé le modèle d'inversion, parce qu'on a cassé cette fois-ci par le haut, et si vous avez pris ne serait-ce que ce point d'entrée qui était là, il a mitigé à la perfection. On voit, il y a eu, je vais zoomer un petit peu, on a eu le petit rejet, je vais retirer mon curseur, on a eu la petite mèche qui a été faite juste à mon curseur, et derrière, vous aurez pu aller chercher le break-even qui se fait un RR de 1 pour 1. Donc si je me mets vraiment RR de 1 pour 1, vous voyez que vous aurez pu déjà sécuriser la position, et puis à la limite, si vous avez récupéré 50% des profits, que vous avez mis votre stop loss au point d'entrée pour être sûr de ne plus perdre, vous aurez pris 50% de profit sur ce trade. Encore une fois, mieux vaut des petits profits
que des gros gains, parce que les petits profits sur le long terme amènent à de gros gains. Donc voilà pour la partie EURUSD sur ce début de semaine. Et pour la projection, on va attendre de voir si vraiment cette zone de demande est bien contrôlée par les acheteurs. Et si ce n'est pas le cas, on reprendra la vue globale. Chose à faire toujours quand vous estimez que vous êtes un peu perdu du coup sur ce que vous regardez. Là ici, si vraiment je prends le M15, je vais dézoomer au maximum. Voilà. On avait notre structure ici, on va dire, que je vais vous tracer pour que ce soit fluide. Le modèle d'inversion, qui était ici. Du coup, la structuration comme ça, qui était baissière. Et là, on est venu rechercher à 75% de chance la partie. Si on est amené à casser plus bas, c'est automatique. On viendra rechercher cette session asiatique. Aussi simple que ça. Pas besoin de s'attarder. Et également, pourquoi pas, cette zone de demande. Et si on prend un œil encore plus large, je vais basculer sur l'autre fenêtre graphique. Pour que ça soit... je vais mettre même en H4. Et vous allez voir pourquoi. Parce que ça va être aussi bénéfique pour votre œil et pour comprendre où est-ce qu'on se situe. Ici, la vue très large, on a ça, ça, ça. Ici, on a certes formé une structure baissière, mais c'est peut-être pas celle-ci qui va être totale, ça serait peut-être ça. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle du coup une structure interne. C'est dans la structuration interne, on a plusieurs structures. Et donc si je reprends la vue globale qui pourrait se produire vraiment en prenant en considération la structure interne, ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc quand vous avez cette logique, c'est une logique vraiment où là on est sur quelque chose de profond sur le marché. Parce qu'on est en H4. Si on vient se focaliser plus précisément sur ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle, sur vraiment une vision plus courte, alors pardon, j'ai bougé ma caméra, sur une vision plus courte, c'est ici. C'est qu'on voit qu'il y a eu une réaction sur la zone de demande, que malgré tout, là, le prix actuellement continue de pousser, mais suite à quoi ? Suite à la cassure de notre moyenne mobile, le retest, et donc forcément ce momentum baissier, où on voit en plus qu'on a eu un rejet de mèche par le haut de la part des vendeurs, et là, rien du tout de la part des acheteurs. Donc, on peut potentiellement aller chercher cette zone de demande plus bas. Donc là, déjà, vous êtes confiant sur ce que peut faire le prix, même si c'est encore une fois en termes de probabilité, et vous mettre dans une optique. Donc là, l'optique est plutôt bearish. Et après, à décomposer en M15 pour voir comment on peut prendre des setups, pourquoi pas à la vente. Ou à l'achat si on arrive à cette zone de demande. Donc est-ce que c'est clair pour EURUSD ? Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à les poser. Yuri, même si tu veux démuter ton micro, tu peux la poser en direct. Ce sera plus fluide. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir enchaîner sur EUROGBP. Je vais juste mettre le chat parce que je ne l'ai pas mis. Donc si pas de questions, je vais enchaîner directement sur EUROGBP. Je vais revenir sur le report. Hop. Et donc on va enchaîner avec IJ. Donc ici pareil, on avait déjà une configuration intéressante dans le sens où on avait eu plusieurs rejets de mèches dans des zones clés où on avait quasiment fill notre daily void. On avait formé ici un daily void par le bas et le marché tendait à aller dans cette direction pour aller fill ce fameux daily void. Quand on regarde ce qui a pu se produire, et bienvenue à toi Guy, je rebascule sur EUROGBP et on va regarder un petit peu ce qui a pu se passer par rapport à ce qui avait été envoyé dans le report pour vraiment interpréter du mieux possible le prix. Je vais attendre que ça charge. Ok. Donc si je me mets sur une échelle en vue globale, le daily void, on n'est pas forcément allé le rechercher. On voit que suite à la cassure de la moyenne mobile, cette fois-ci par le haut, au final, on est venu la retest et on a eu un momentum haussier sur la journée de mardi. Pour aller où en fait ? Pour aller rechercher en fait cette zone d'intérêt majeur en lower time frame. Maintenant, on a formé un nouveau daily void, donc celui-ci, c'est pas qu'il est invalide, mais c'est que du coup, on va dire qu'il sera peut-être rempli plus tardivement. Et ici, on a identifié un nouveau daily void qu'on pourrait venir remplir sur la fin de semaine, ou pourquoi pas dans les jours à venir, ou alors même ne pas le remplir. Encore une fois, c'est uniquement pour nous donner une zone, un endroit
où on pourrait se positionner par la suite avec la configuration de la stratégie. Si je reviens maintenant sur le report, en H4, on avait donc ici la phase de ralentissement du marché, comme on peut le voir, et cette tendance à aller chercher le fameux Daily Void. On avait le rejet vendeur qui était bien présent, donc forcément ça pouvait nous indiquer qu'on allait chercher plus bas pour ensuite partir plus haut. Pourquoi ? Parce que ici, on le voit, il y a un choc en lower time frame, mais il est aussi présent en fait sur cette structure, et qui dit choc dit POI, donc il est identifié ici par le bas, et donc retest. Et en H1 avec plus de précision, on avait bien vu le modèle d'inversion qui existait ici, la formation des nouvelles structures avec des break of structures, donc des cassures par le bas, donc vraiment ce modèle d'inversion où on change de tendance pour aller chercher le fameux Daily Void. Et si je regarde ce qui s'est passé sur le H4, on voit très bien qu'il y a eu tout de suite à l'ouverture du marché un gap qui s'est créé, parce qu'il y a eu un saut dans le marché, donc un gap c'est un écart, et le prix est reparti tout de suite avec un peu d'incertitude sur le début de la matinée de lundi pour partir sur un momentum haussier. Mais dans ce momentum haussier, on observe ici une mèche vendeuse, donc on a eu une pression vendeuse tout de même, et ensuite une pression acheteuse qui s'est arrêtée dans notre zone d'intérêt et où le marché a corrigé. Et il a formé quoi ? D'où l'importance aussi d'avoir en tête la formation des bougies, une étoile du soir, que je vais mettre d'ailleurs en noir. Donc ES pour étoile du soir. Donc on voit grand corps de bougie, ici une bougie limite doji et ensuite bougie vendeuse. Et derrière, ça a bien amené à un momentum baissier. Et donc dans ce momentum baissier, on a le Daily Void qui est identifié et on va voir avec plus de précision en H1 que dans nos structures qui a donné l'impulsion haussière, on a cette zone de demande qu'on a quasiment mitigée, mais on a aussi une zone de POI qu'on aimerait venir rechercher. Alors pourquoi on aimerait venir la rechercher ? Parce que si vraiment on prend notre vue large, on a ce fameux Daily Void à venir voir, mais je voulais tracer ici, j'ai tracé ce qu'on appelle un bloc de liquidité. Donc en fait c'est un endroit où il y a eu énormément de contrôle vendeur, donc pas mal d'ordres placés, et le marché ici en fait est venu swipe ce bloc d'ordre. Et swipe, ici c'est un fake out, donc on a fait semblant de quitter en fait cette zone. Et là, quand on est venu swipe cette zone, ce bloc de liquidité, et bien forcément derrière, on vient corriger. Mais dans cette correction, on a ce fameux Daily Void et on aimerait re-rentrer en fait dans ce contrôle. Donc forcément, ce qui m'intéressait, malheureusement, on ne s'est pas fait déclencher, c'était en fait de venir ici rechercher notre zone de POI pour aller targeter à la fois la zone de demande dans un premier temps et après la zone de Daily Void, et qui encore une fois ne laisse rien au hasard puisqu'on a, hop, ici juste en dessous, également une zone de demande à venir rechercher. Donc ça, c'est la configuration de ce début de semaine. On va voir dans la partie exécution ce qui était judicieux de voir et de faire. Donc on avait déjà eu 2 setups qui avaient été partagés sur la semaine dernière, qui avaient amené tous deux à aller chercher, pour le premier, au moins un break-even, si vous étiez entré dans ce setup, mais on était un peu après 18h, donc attention. Et ici, pareil, un setup qui correspondait aussi à la stratégie où, dans cette phase de ralentissement, on avait cassé par le bas, on a fait le retest sur le POI, on couvrait suffisamment la session asiatique et on a targeté directement le TP3. Donc, pas plus de précision en réalité sur ce qu'on attendait, on voulait juste voir le rééquilibrage du marché. Et si je regarde le rééquilibrage du marché en M15, on voit que, alors je vais me mettre dans une vue plus propice, on voit simplement que ici, le marché n'a pas continué à la baisse pour aller chercher la zone de demande. Il a formé ici un ralentissement, une phase d'incertitude, donc absolument rien à faire sur cette journée de lundi. Ensuite, une session asiatique très volatile, avec quasiment la mitigation de notre zone de POI qui avait été identifiée. Pourquoi le setup n'a pas été pris à ce moment-là ? Simplement parce que sur la journée de mardi, on était concentré sur ce que je vous ai partagé, à savoir Euro-USD et GBP-USD, qui était pour moi plus intéressant, parce que ici, on avait déjà formé notre modèle d'inversion, donc l'optique c'était de partir ici, et non pas de venir rechercher forcément ce POI. Donc on est venu rechercher ce POI, on a eu tout de même un peu de réaction, mais c'est après ça que là ça devient intéressant, parce que on a mitigé la zone sans trop réagir dedans,
on a été chercher plus haut. Là, on a réagi à nouveau dans cette zone, on s'attendait à avoir une impulsion haussière, et pendant la session asiatique, on est revenu en fait, rentrer en fait sous ce prix, sous le prix de la zone de PY. Et donc, on a une session asiatique à venir fill, et ça rejoint parfaitement la stratégie. Donc, qui dit en fait dans ces structurations, et je vais pas si je vais vous le décomposer en M5, comme ça vous allez voir. Alors, je vais juste mettre un M5 pour que vous puissiez voir en fait que le modèle d'inversion, il est présent, mais à une toute petite unité de temps. Je vais retirer juste mon curseur pour pas que ça gêne. C'est que ici, on a une structure qui est là, et à un moment, cette structure forme des petites structures ici jusqu'à là. Et ici, on a en fait un modèle d'inversion, on a un choc. À partir de là, ça change. La tendance change. C'est comme si vous regardez en M15, ce que vous voyez là, c'est comme si c'était le M15, mais là c'est sur du M5, donc c'est comme si on avait un zoom sur le marché. Et donc la ligne rouge que je vous ai tracée, c'est le choc. Et donc ce choc a bien amené derrière à une structuration baissière. Et là je vais reprendre mon marqueur. Vous le voyez bien que cette fois-ci on a cassé par le bas. Et là si je trace vraiment avec mon œil fin, on a toutes les structures. Là je vais aller jusqu'ici, après jusqu'ici, et après jusque là. Et donc si je me remets en M15, pour vraiment que ça soit parlant, et bien dans la logique de ces structures baissières, là je le prends vraiment avec mon œil sur le M15, voilà ce qu'on a. Et on veut chercher ce PY pour aller chercher la session asiatique à fil. Donc pour le moment, dans cette structure-là, on n'a pas encore cassé. C'est-à-dire qu'on n'a ni cassé par le bas, ni cassé ici par le haut. Donc, on va attendre de voir, au vu de l'heure, maintenant on ne trade plus, on va attendre de voir la session asiatique de demain. Donc si la session asiatique de demain vient à être dans la zone de PY, le scénario est invalidé, tout simplement. Et au contraire, si, disons que le prix forme une session asiatique ici, à la limite du PY, ça pourrait être intéressant pour, après la manipulation de la session asiatique, faire ici la mitigation et partir plus bas. Donc là, vous aurez compris que sur la session Asia Fill, j'ai pas tracé la zone de demande, mais je vais vous la tracer. On prend vraiment le bottom de la session Asia avec la bougie prévue. Et là, ici, on a notre fameuse zone de demande. Alors, il y a ma caméra qui me gêne. Bon, je vais le laisser en order block, mais la caméra me gêne. Vous la voyez peut-être pas la caméra. Je vais essayer de trouver un moyen de l'attraper. Bon, je vais décaler ma caméra. Hop. Ok, donc voilà la target. Ici, on a un RR de 1 pour 3 avec un SL de 10 qui, pour moi, couvre suffisamment la session asiatique. Après, encore une fois, c'est bon à chacun de savoir si vous voulez aller chercher la zone de demande ici. Donc voilà pour Euro-GBP, pas de setup en particulier. Si vous avez des questions, pareil, de même, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Soit à l'écrit, ou si vous voulez démuter votre micro, c'est l'occasion de poser vos questions. J'attends juste 30 petites secondes pour vos questions, si vous en avez. Si tout est clair pour vous, et n'hésitez pas à les poser, les questions. Je vais entamer directement l'analyse pour ce qui a pu se passer sur GBP USD, donc GU, et ce qu'on a pu faire. Donc, pas de questions, tout est clair. Je vous laisse mettre en commentaire si besoin, et je vais enchaîner sur GBP USD. Donc, du coup, pour la partie GBP USD, c'est encore une fois assez similaire à Euro USD, sauf qu'on n'avait pas de daily void à venir fill visible. Donc, le marché avait mitigé très précisément le daily void. On est parti sur un momentum haussier, et encore une fois, on a eu un peu d'incertitude. On voulait voir dans quelle direction le prix allait partir. Par rapport aussi à ce breaker block, savoir si le contrôle était plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Je vais venir directement du coup sur l'analyse graphique. Je vais basculer en HTF. Je vais revenir sur GBP USD. Et ce qui a pu se passer, je vais mettre en daily. Bon, là, vous voyez un petit peu ce qui avait été partagé. Ok. Donc, sur le daily, on voit que on est parti sur un momentum baissier, donc sur les 3 premières journées de la semaine.
et qu'on avait une zone de demande potentielle à venir rechercher. Sur la partie H4, on avait précisé qu'on était venu mitiger la zone de POI, donc potentiellement, je dis bien potentiellement, on s'attendait à ce momentum baissier. Également, la zone de POI dans laquelle on se trouvait actuellement en fin de semaine pouvait nous amener à continuer de pousser le prix à la baisse. Pourquoi ? Parce que la moyenne mobile, on est venu la casser. Certes, on fait un retest où on casse tout de même cette moyenne mobile et le bloc d'ordre ici présent et qui était contrôlé anciennement par les acheteurs. Et derrière, on vient mitiger la zone. Donc en fait, vraiment, quand on suit la logique, à chaque fois, le marché nous dit quoi faire. Donc là, comme on est dans de l'incertitude et qu'on vient dans cette zone de POI, on veut juste voir si cette zone de POI va pousser le prix à la baisse ou non. Et si c'est le cas, ça va amener à aller chercher cette zone de demande. Et si on regarde ce qui s'est passé avec le H4, c'est exactement le scénario qui a été attendu. Donc là ici, on a bien eu en fait dans cette zone de POI le rejet vendeur qui a amené à quoi ? À aller chercher la zone de demande et à réagir aussi dans cette zone de demande. Donc tout est clair, tout est logique, il n'y a pas à vouloir imaginer quoi que ce soit. C'est juste une question on va dire de représentation de ce que le prix pourrait faire. Et avec plus de précision en H1, on avait simplement ici le modèle d'inversion qui avait été présent. Donc qui dit choc dit POI, on n'avait pas forcément de présence de POI dans ce mouvement baissier, il était présent ici et il vous a été partagé. Et derrière, on voulait continuer cette logique de retournement de marché pour aller chercher plus bas. En notant, bien évidemment, le choc qui avait été créé ici. Donc s'il y a un choc ici, qui dit choc dit POI, donc à savoir la zone de demande ici, et donc on est venu chercher là-haut pour aller rechercher ensuite la zone de demande. Donc tout était en fait en confluence. Et si je regarde du coup avec plus de précision le H1, et ça c'est ce que je vous ai partagé d'ailleurs tout à l'heure, il me semble, même si ça semble être un SL, on avait donc le POI présent ici, qui a bien amené à une réaction, la cassure de la moyenne mobile, et comme on casse la moyenne mobile, je vous dis des bêtises, ça c'est le setup de hier, en fait, on a une structure, si vraiment je la prends, elle est comme ça, ensuite une structure qui corrige, et une structure baissière. Donc on s'attend à ce que le marché ne soit pas tout le temps étendu, parce que là on a quand même formé l'équivalent de 5 bougies baissières, et on s'attend à avoir une réaction dans cette zone de demande. Donc là, le prix nous a amené après à réagir et aller chercher potentiellement quoi ? La logique du price action. C'est-à-dire qu'on forme un point bas plus bas que l'ancien plus bas, et on aimerait chercher à 75% de chance un plus haut, plus bas que cet ancien plus bas. Et donc mitiger la zone de POI. Pour aller targeter quoi ensuite ? Encore une fois, toujours une raison de ce pourquoi le prix bouge. La zone de demande située plus bas, que je ne vous ai pas perfectionné sur cette unité de temps-là, mais que je vais faire, qui est ici, qui est simplement ici, voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est une logique. À chaque fois, c'est une question de lecture de marché. Et ça, à la fin, vous allez le maîtriser sur le bout des doigts. La seule chose qui vous distinguera du trader qui avance et qui a du résultat, c'est votre exécution. Pourquoi vous avez pris cette position ? Est-ce que vous avez respecté votre plan ? Est-ce que vous avez bien suivi, on va dire, vos faiblesses ? Parce que forcément, vous avez des faiblesses qui se présentent. Vous aurez des faiblesses, ça peut être par exemple la peur de perdre, ces choses-là. Et ça, c'est des points qu'on pourra travailler justement ici en live. Et également, à travers votre parcours au sein de la plateforme e-learning, vous avez les modules attitrés à tout ça. Donc maintenant, la partie exécution, on avait légèrement de la liquidité ici sur le dessus. Et ce qu'on aurait aimé voir, c'était la mitigation de ce premier POI ou alors du POI situé juste au-dessus. Et vous allez me dire, mais Elliot, comment je sais si je prends le premier POI comme étant mon point d'entrée ou le deuxième ? Et bien quand vous avez cette incertitude, vous partez sur une double position. Vous réduisez votre risque par 2. Si vous vouliez par exemple risquer 1%, vous allez prendre un premier setup à 0,5% sur ce POI et un second setup à 0,5% sur ce POI. Au moins, vous savez que vous êtes exposé au même risque et votre probabilité d'aller chercher un de ces deux POI est du coup augmentée. Et quand on regarde ce qui s'est produit, si je bascule sur le M15, on avait le setup que je vous ai partagé dans le Discord et qui, je ne vais pas dire à ma grande frustration, ça serait vous mentir, c'est frustrant oui,
mais pas grandement parce que c'est une question d'habitude, mais on n'a pas été mitigé à l'équivalent de 0,5 pips. Et derrière, le marché a été très direct dans son mouvement pour aller chercher la target du TP3. Et on aurait pu, si on le souhaite, au vu de la logique du marché, si on était amené à casser en fait par le bas, on aurait pu aller chercher encore plus bas, parce qu'on allait chercher un nouveau plus bas, qui ici par exemple était celui-ci, le premier, pour un RR de 5,52. Et la logique ultime, si vraiment vous voulez être conservateur, vous n'allez pas avec des gros RR, si vous voulez être un peu plus risky, on va dire, sur les setups, vous pouvez aller chercher la logique du price action que je viens de vous présenter juste avant, à savoir l'extrême plus bas qui est représenté ici par le PY. Donc, je vous le répéterai toujours et jamais assez, avoir des gros RR, c'est pas l'objectif. Ça peut être intéressant, mais c'est quand vous avez un certain niveau de maîtrise et que vous avez une aversion au risque qui est encore meilleure sur des gros setups comme ça. Mais le RR de 1 pour 3, moi je l'ai ciblé à cette valeur-là par rapport au win rate qui est nécessaire avec notre stratégie, parce que souvent, je dis bien souvent, on va chercher des RR de 1 pour 3 avec la configuration du playbook que je vous ai partagé dans la plateforme de e-learning. Donc, si on reprend le setup sur GBPUSD du coup qui nous avait amené à un SL, on était au bon endroit au bon moment. Malheureusement, le prix en a décidé autrement et derrière, vous voyez qu'il a bien été chercher le TP. Donc, on perd 1% sur ce setup, mais avec le setup de EURUSD qui est exactement le même, donc avec beaucoup de similarités puisque ce sont deux paires qui sont en corrélation, et bien on a été chercher un TP3. Donc un RR de 1 pour 3. Donc au final 3%. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on perd que forcément c'est problématique, parce qu'on a encore une fois une gestion du risque, un money management qui est bon. Donc là, celui-ci, on était à la limite du SL. Si on se serait fait SL sur les deux setups, c'est pas grave, zéro frustration, parce qu'on a exécuté correctement la stratégie. Et donc là, on a été chercher 3%. Donc ici, pareil, le setup aurait pu amener à un break-even, même si c'est des petites prises de profit, vous aurez pu ajouter à ça sur cette semaine 0,5%. Donc être à 2,5% sur la semaine, et ainsi de suite. Et à la fin, ce qu'il faut, c'est vraiment sur la durée, comme je le répétais, ne pas se concentrer sur l'argent. Concentrez-vous sur le processus. Parce que plus vous êtes concentré sur le processus, plus l'argent va venir après derrière. Ou du moins les trades positifs déjà, si vous êtes en démo. Donc voilà un petit peu pour GBP-USD. Pour la projection de la fin de semaine, le prix pourrait très bien revenir rechercher, alors s'il charge bien, mais la zone de PY qui va apparaître voilà, juste ici, il pourrait très bien encore venir la rechercher. Parce que pour l'instant, on est toujours dans la structure interne. On est toujours borné par le bas et borné par le haut. Donc pour l'instant, on attend. Et si jamais, en fonction de la session asiatique, si par exemple, ici on vient casser le point bas, par le bas, l'objectif, ce serait de venir rechercher ici le PY qui est présent. Il y a un PY qui est là, je vais vous le tracer si vous souhaitez. Est-ce que moi c'est clair? Parce que moi, visuellement, à l'œil, je le vois déjà, sans le tracer. On pourrait venir chercher celui-là. Et pareil, si le prix du coup vient casser et vient rechercher, et que vous avez cette crainte de vous dire oui, mais Elliot, il y avait aussi ce setup là au-dessus, double position, risque divisé par 2. Prise de position pour ce potentiel setup et prise de position pour ce potentiel setup. Tout simplement. Donc projection de fin de la semaine, attendre de voir la session asiatique de demain, savoir si on casse ici le point bas ou si on réagit parce qu'il forme également une zone de demande. Donc je peux très bien la tracer. Et cette zone de demande qui est en confluence avec le POI, si on la casse, ça indiquera que la pression vendeuse est prédominante, encore, et qu'on reste dans ce momentum baissier. Et on n'hésite pas aussi à dézoomer pour reprendre un petit peu de recul et aérer un petit peu l'esprit sur la vision du marché, pour reprendre aussi la vision de ce marché. C'est que là, voilà, je trace mes structures, on voit qu'on est bien dans un momentum baissier, et la logique d'un point de vue large, c'est ça. Donc là, c'est qu'on casse plus bas, donc on a formé un point plus bas ici, et donc comme on a formé un point plus bas ici, on pourrait très bien repartir à la hausse, pour ensuite repartir encore plus bas à la baisse. Donc est-ce que c'est clair pour tout le monde cet aspect de price action? Est-ce que vous commencez tout doucement
même si c'est pas forcément très fluide pour vous, et c'est normal, à bien vous l'imprégner. Est-ce qu'il y a aussi des questions là-dessus et sur ce qu'on a pu voir durant ce live? Je vous laisse passer aux questions. Ouais, Yuri, dis-moi. Ok, je passe en live. Donc ça veut dire que là, du coup, t'attends, tu sais pas si ça va passer dans la zone basse, là, dans le Ouais. rectangle bas, la zone d'order basse. Donc tant que ça n'a pas atteint cette zone-là, tu Ouais, bouges tant pas. que ça n'a pas atteint cette zone de demande, ou alors que ma session asiatique, par exemple, n'est pas revenue chercher au moins cette portion-là, on va dire, cette partie-là, je ne bouge pas. Parce que j'estime que ma dernière structure, et tu es d'accord avec moi que c'est celle-ci, donc elle est bornée par le bas ici et bornée par le haut. Donc tout ce qui se passe à tout Oui, ce c'est qui se très passe à clair. l'intérieur, c'est de la structuration interne, donc j'ai pas à agir spécialement. Après, il se peut qu'à l'intérieur, on a une configuration qui nous amène à prendre un setup, mais encore une fois, c'est parce qu'on va devoir zoomer et partir sur du M5 s'il le faut. Et si ça vient mitiger la zone blanche Ouais, basse, la zone de demande, ouais. est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un trade? Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un trade à l'achat, justement, RR 1 pour 3 pour aller chercher au moins Ah bah l'intermédiaire là? alors, je reprends juste cette partie-là. Regarde la zone de PY, elle a été mitigée enfin, une première fois. Donc ça voudrait dire que si on revient mitigé ici dans la zone de demande, c'est déjà une zone qui est devenue invalide parce qu'elle a déjà été mitigée. Donc, parce qu'elle est en confluence un peu avec cette zone Ah, de ok. PY. Donc dans l'idée, on ne va pas utiliser cette zone de demande comme étant un élément de prise d'achat parce que déjà la momentum est baissier, tu vois. Et ce qu'on aimerait nous voir grâce à cette zone de demande, c'est justement de voir si elle réagit pour ensuite aller chercher plus haut. Et si elle vient chercher plus haut, à partir de cette structure déjà, on formera le choc et potentiellement un modèle d'inversion. Donc c'est toujours à chaque fois une décomposition structurelle pour se dire bah, est-ce que cette zone de demande va être cassée ou non. Et si elle est cassée, elle nous indique quelque chose. C'est clair pour toi? Ok. À moitié, mais ok. Avançons sur Ouais, sur ouais, les autres ouais. sujets. Je te laisserai de toute façon, au fur et à mesure, dans ton avancement, tu vas voir, les choses vont paraître plus claires. Là, je pense que c'est un peu complexe. Même moi, quand je l'exprime, je vois que ça peut être complexe à comprendre. Mais pas d'achat à prendre sur la zone de demande ici. Euh, Ok. Parce que ça a déjà été c'est ça touché une exactement, fois. ouais. La logique est là. Ok. Du coup, pas d'autres questions. Guy aussi, n'hésite pas si tu as des questions. Et puis, si c'est OK pour vous, bah, je vous laisse partager les choses dans le Discord. Même si vous avez des captures d'écran à faire, n'oubliez pas, vous avez des raccourcis clavier sur TradingView avec CTRL majuscule S, comme je viens de faire à l'instant. Vous allez voir, il y a un petit message qui va apparaître. Euh, S'il veut bien, ça va. Voilà, image du graphique copiée dans le presse-papier. Vous allez sur Discord, CTRL V, et vous partagez les chartes pour poser vos questions, même par exemple ce genre de questions comme tu as pu le poser Yuri. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc je vais pouvoir vous laisser terminer cette semaine du mieux possible et d'avancer aussi dans votre acquisition de compétences et de connaissances. Et puis on se retrouve dans le Discord et également ce week-end pour le report de la semaine 9. Donc voilà tout. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse basculer. Ah, peut-être une question pour toi, Guy? Ah, non, non, c'est pour souhaiter bonne Ok, soirée aussi, hein. super, avec Allons-y, grand hein. plaisir, Guy, il n'y a pas de souci. Excellente soirée à eux et merci à toi, Yuri, pas de souci, c'était chouette, avec plaisir. Donc je vous dis à très vite et puis bon courage à vous de votre côté, n'hésitez pas à interagir dans le Discord, je serai là pour vous épauler avec grand plaisir. Sur ce, excellente soirée et je vous dis ciao ciao.